Pour nous, une émission comme celle-là est fondamentale parce que nous venons de créer la Fondation du patrimoine. Et la Fondation du patrimoine, c'est une fondation privée qui ne marchera que si les Français, l'ensemble des Français, est derrière. De quoi s'agit-il? Il y a 38 000 monuments historiques. Heureusement, l'État donne de l'argent, 1,7 milliard de francs tous les ans, pour rénover, entretenir ces monuments historiques. Mais à côté de ces 38 000 monuments historiques, il y a 400 000, je dis bien 400 000 monuments ou bâtiments de proximité. C'est-à-dire que tous les villages de France ont une église, une chapelle, un lavoir, un rempart, un moulin, une ferme de caractère. C'est un défi extraordinaire. Nous voulons réussir 3 choses. Premièrement, faire un grand plan national de rénovation de notre patrimoine. Je suis européen, je suis très heureux d'être européen, mais je suis avant tout français. Or, la richesse de ce pays, c'est justement ces petits bâtiments, ces bâtiments de proximité, ces églises, ces clochers, ceux dont je viens de parler. C'est ça la richesse de ce pays. En dehors de l'Italie, nous sommes le seul pays au monde à avoir tous les 5 kilomètres quelque chose comme ça. Il faut le sauver. Donc, grand projet national. 2, pour le sauver, il faut entretenir ou réhabiliter ou rénover. Il faut des ouvriers du bâtiment. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouvriers du bâtiment qui sont au chômage. Et donc, département par département, nous allons créer des formations pour non seulement faire venir des jeunes dans ces métiers, mais aussi faire revenir des gens qui sont dans les métiers du bâtiment, actuellement au chômage, les faire revenir dans la vie active. Et enfin, troisièmement, et ça c'est le plus grand défi, sauver les savoir-faire. Faire un beau crépi, faire un beau vernis, travailler la vieille pierre, tailleur de pierre, faire un escalier en bois, c'est merveilleux. Ça fait partie de la culture de ce pays. C'est le patrimoine culturel du pays. La Fondation du patrimoine, elle ne marchera que si pendant le prochain siècle. C'est une idée qui marche. On pourra rénover, allez, on va dire 10, 20 bâtiments par an et par département. Donc il faut un siècle. Les Anglais l'ont compris. Il y a pratiquement un siècle, eux, ils ont construit le National Trust. Aujourd'hui, il y a 2 200 000 Anglais qui cotisent un petit peu au National Trust. Toutes les entreprises publiques, privées, donnent de l'argent au National Trust. C'est leur affaire. Mais au bout d'un siècle, on voit que l'Angleterre a réussi. Dans un siècle, non seulement je ne serai pas ministre de la Culture, mais je ne serai plus en vie. Mais j'espère que les autres continueront. Que diriez-vous d'un petit détour par la lumière? Un petit détour pour être un peu plus près du soleil. Là-bas, il inonde les jardins, enrichit les propos, guide les esprits. Le soleil de Provence, celui qui donna aux couleurs de Cézanne toute leur puissance. La roche blanche du pays d'Aix, de petites touches colorées d'amandier ou d'olivier, la lumière du sud a fait le reste. Plus au nord, les gorges du Verdon, majestueuses, mystérieuses, forcent à l'humilité. À l'est, nos sens découvrent le paradis. Grasse dissipe ses effluves. Le mimosa offre son jaune, la violette, la jonquille, ou la fleur d'oranger, qui se croit bien plus belle que les brins de lavande. En Provence, âpre, sauvage ou délicate, la nature est toujours sensuelle. On s'étonne que dans un décor pareil, les Provençaux aient l'âme badine, l'esprit léger, le ton enjoué. Essayez juste une fois de résister aux farnientes et joyeux des gens du Sud. La Provence s'agite quand il le faut, même si climat oblige, elle vibre au cadran solaire. Non, non, ils ne sont pas feignants, juste ils prennent le temps de vivre. Une légende raconte qu'un jour, un père tourmenté par l'oisiveté de son fils voulut en faire un vrai feignant, digne et volontaire. Le père alla voir le roi des feignants pour qu'il enseigne le métier à son fils. Le roi des feignants rencontre le jeune homme et commence l'instruction. Ils discutent tous les deux et, midi arrivant, ils prennent le chemin du figuier. Le roi des feignants déguste alors que le jeune homme se couche à l'ombre du figuier. « Et toi, tu ne manges pas de figues ?»« Oh, dit le jeune homme, j'attends qu'elle tombe. » Le roi des feignants, vexé à la voir le père, « Il attend qu'elle tombe, j'aurai rien à lui apprendre, il est plus fort que moi. » Partons à l'ombre des figuiers goûter à la liqueur de Génépi. Découvrons les villages et les gens du Vaucluse, pays raffiné de Provence.
Département situé au sud des Alpes, à quelques dizaines de kilomètres de la mer Méditerranée, entre Marseille, Orange et Manosque, le Vaucluse est une fille de la Provence, dont la capitale est Avignon. Ici, il y a une chose qui va de soi, c'est le soleil. Le soleil qui donne l'heure au cadran, chauffe à blanc les pierres des villages, le soleil qui fait bleuir la lavande, colore les joues des cerises et le flanc des melons, le soleil qui fait chanter l'accent des gens et qui réchauffe les cœurs après le Mistral. C'est sur les collines du Luberon que se trouve Ménherbe, un vaisseau de pierre où les habitants y sont aussi croustillants que colorés, à l'image d'Ismaël l'agriculteur et de Didier l'épicier. Le Luberon, c'est aussi le pays d'Oc. À travers sa langue, ses costumes et sa musique, la tradition perdure. Cette année, apte à célébrer la culture occitane, lors du Corso de la Sainte-Estelle. Baigné par la Durance, Ménherbe est un petit village de 1420 habitants, situé sur un piton rocheux entre la face nord du Luberon et le mont Ventoux. De par sa position, sa végétation, ses carrières de pierre, Ménherbe a gardé un caractère rural très marqué, avec encore une soixantaine d'exploitants agricoles. Ismaël Bernard, personnage incontournable du village, est l'un d'entre eux. Je suis né à Ménherbe, il y a 75 ans, et je n'en ai pas bougé. Mes parents avaient une ferme, et j'ai commencé à les aider à l'âge de 13 ans, en quittant l'école. À ce moment-là, la culture n'était pas la même. Il y avait les moissons, qui étaient pour le jeune gosse que j'étais encore, c'était très intéressant parce que c'était la joie, c'était les machines avec 2 chevaux qui travaillaient, qui coupaient le blé. Ensuite, il fallait le fouler, ce blé. Il fallait le faire qu'aux heures chaudes. C'était aussi pénible parce que ça faisait de la poussière quand il y avait un peu de mistral. Et puis ça s'échelonnait de 8h à midi et de 2h à 7-8h. Aujourd'hui, les journées d'Ismaël sont moins longues. Bien qu'il soit à la retraite, il travaille toujours la terre. Pour son plaisir, il cultive la vigne, jardine son potager et entretient sa passion des fleurs. Pour le travail au champ, Ismaël n'est pas seul, Rita est là. Ismaël est le dernier agriculteur de la région à labourer ses terres avec un cheval. Bien plus qu'un outil de travail, c'est une véritable compagne de la vie. Vous pouvez nous présenter la demoiselle ? Ah, mais volontiers, voilà. Elle s'appelle Rita, elle doit aborder ses 20 ans. Ça fait déjà une bonne moyenne pour un cheval. Et mon Dieu, elle me rend encore beaucoup de services puisque je ne travaille mes terres qu'avec ça. Je ne suis pas mécanique et c'est quand même plus agréable de travailler avec un être. Je ne dirais pas humain puisque c'est... Mais enfin, avec une bête qui vous comprend, qui quelquefois a ses sortes d'humeur. Enfin, ça c'est pas grave, ça fait partie de la vie avec le cheval. Et on est tenu, d'abord, 3 fois par jour de s'en occuper. Et donc pour s'absenter, c'est difficile. En contrepartie, nous avons un engrais naturel avec le fumier. Voilà, ça donne du travail, il faut aller couper, faire la fenaison, il faut tout un tas de petits trucs, il faut les brosser, il faut les entretenir. C'est la vie, quoi, voilà, Rita, je crois qu'on se comprend. Hey, allez, hi. Je crois que Ménherbe, c'est bien convivial, c'est comme on dit maintenant. On se connaît tous, enfin pour ma part, je connais pas mal de gens, puisque il y a très longtemps, j'ai toujours habité ce pays. On y est bien par la force des choses, parce que
tout le monde s'y prête, voilà. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas des petites bêtises comme ça, mais ça passe très bien. Et puis on s'y sent bien. Bonjour Denise, au revoir et à bientôt. Et on viendra boire le pastis. Hein. J'espère bien. Oh, Ismaël, Du four, ouais. c'est le vin qui t'a poussé. Ouais, c'est ça. Et Rita, elle va bien. Ben ça va, elle vient de travailler, mais avec la poussière que ça m'a fait, oh pauvre, j'en ai plein les yeux. Je crois que Ménherbe est aimé de pas mal de gens. C'est un peu chauvin ce que je dis, mais voilà, parce que j'aime mon village. Est-ce que vous aimeriez déménager? Ah non, ne me dites pas ça. Le jour où je déménage, ce sera pour le grand voyage. Voilà. Parmi les habitants pittoresques du pays, il y a les Dufour. À Ménherbe, ils sont 13 familles à porter ce nom. Valérie et Didier Dufour, eux, sont épiciers. Cette épicerie, Didier l'a héritée de son père. C'est la seule du village. Alors forcément, Didier l'épicier connaît tout le monde. 42 ans pendant l'épicerie. Là, j'ai repris la suite derrière. J'ai perdu mon père il y a 4 ans, j'ai repris la suite. C'est que ça m'a toujours plu, c'est tout, ouais, je veux dire. Mais c'est comme louer le boucher, sa boucherie, je veux dire. C'est pareil, ça, c'est le père en fils. Hein. Valérie, je vais porter les tomates chez vous, le boucher. Choisissez, mais ils sont tous bien, ils sont tous très bons. Vous verrez. Alors Magali? Alors, tu vas bien? Ça va, voilà. Allez, je vais livrer au boucher encore. C'est très bien. Voilà, ça glace. Oui, le boucher. Je suis là. Où tu es? Tu cherches toujours tes vaches? Ton toujours ta folle? Alors c'est tomate. Ah. Eh oui, Mais tu as vu la qualité, oui, d'accord, mais quand même. hein? C'est la tomate d'autres pays, de Caraïbes. Comment vous pourriez définir Monsieur Dufour? Ah ben, si, il est sympa, oui, il faut dire ce qu'il est. Il veut avoir toujours un peu raison. Surtout sur la chasse. Ça, lui, monsieur, c'est le plus fort, lui. Mais des fois, il n'a pas raison. Didier est aussi un chasseur passionné. Comme l'épicerie, cette passion est un héritage de son père. Une chasse au gibier traditionnelle, particulièrement adaptée à la région. Moi, depuis l'âge de 6 ans, je suis toujours avec mon père à la chasse. À 10 ans, je menais les chiens. À 16 ans, j'ai pris mon premier permis. Et puis voilà, puis après, je menais les chiens avec un fusil. Et maintenant, je mène les chiens. Je suis le tracker. Nous, c'est la chasse au sanglier, c'est la passion des chiens, la passion de la meute. C'est pas de tuer le gibier, je veux dire. C'est de se régaler, passer une bonne journée. Le soir, on fait un repas ensemble. C'est tout ça, c'est une ambiance. Chaleur, beauté et cordialité, c'est aussi l'ambiance de Ménherbe. Une ambiance qui imprègne le quotidien des villageois. Ça donne la vue sur la plaine. Là, on voit Goulto, Roussillon, Gordes, Lacoste, Beaunieu, le Ventoux, les Monts du Vaucluse, le Luberon. Une vue magnifique. Pour tout l'or du monde, je ne changerai pas, je resterai à Ménherbe. Notre village, on y est né. Et il y a du monde qui nous envie aussi. Il y a du monde qui nous envie, qui aimerait notre place. C'est pas beau ça? Pas un klaxon, rien. Le clocher qui sonne, c'est magnifique. Je préférerais aller dans un carré de bois avec une caravane, une tente, n'importe quoi, mais pas en ville. Ah non, non. Mais c'est pas beau ça? Vous l'entendez l'oiseau là? Quand même. Votre vie de Paris là, vous, et ping-pong, et ping-pong, et ping-pong. Non, quand même, non. C'est pas beau cette liberté.
Ménherbe est un très vieux village, comme tous les villages des environs, puisqu'en l'an 1000 et quelques, Ménherbe existait toujours. Et ce village a une particularité, c'est qu'en fait, c'est un village allongé, un oppidum, si on veut, et qui a été comparé d'ailleurs d'une façon assez amusante au XVIe siècle par Nostradamus, qui l'a comparé à un long vaisseau de pierre. Et effectivement, le village a à peu près 500 mètres de long sur 50 de large. C'est cette partie de Ménherbe qui est représentée par ce navire qui a sa poupe et sa proue. Ici, nous sommes à la poupe, à l'arrière du navire, et la citadelle se trouve à la proue. Ce qui fait que Ménherbe a gardé un caractère très sobre. C'est un village qui a de la classe, qui a un grand caractère, mais très sobre, très discret, avec une luminosité et un microclimat remarquable, ce qui fait que beaucoup d'artistes, écrivains, peintres, français et surtout étrangers, sont passés à Ménherbe, mais parfois ils sont restés. Un des premiers visiteurs fut Picasso. En 50, c'est le grand peintre Nicolas de Staël. De nos jours, nous avons Kurt Downing, qui est un peintre américain très connu. Et puis alors, des écrivains, évidemment, nous avons comme Ménerbien de cœur François Nourricier, le fameux écrivain anglo-saxon Peter Mayle, qui est resté quelques années à Ménherbe, qui a écrit 2 ou 3 livres, en particulier Vivre une année en Provence, toujours Provence, et lui a fait connaître Ménherbe au monde entier. Parmi les derniers artistes contemporains de passage à Ménherbe, il y a Raphaël Magnetti. Ce jeune sculpteur provençal s'est inspiré des couleurs et de la gaieté du pays pour créer ses sculptures champêtres. Au milieu des lavandes, elle se pose comme une véritable ode à la musique. Situé également dans le Luberon, au nord de la Durance, à l'est de Cavaillon, le pays d'Apt est un véritable concentré de Provence, car c'est peut-être l'une des rares régions à offrir une palette de couleurs aussi variée. Là où la faïence et les fruits confits sont rois, Apt est aussi la terre de la langue provençale. Ce jour-là, Apt a revêtu ses plus belles parures pour accueillir les 7 pays de culture et de Languedoc. Provence, Auvergne, Catalogne, Languedoc, Limousin, Béarn et Périgord. Ils étaient tous là pour fêter la Saint-Estelle. Une fête qui célèbre la mémoire de la fondation du Félibrige. Ce groupe de jeunes écrivains provençaux du 19e siècle, mené par le poète Frédéric Mistral et dont la vocation était de faire vivre la langue occitane. Aujourd'hui, leurs descendants spirituels ont repris le flambeau et ce vaste mouvement régionaliste est encore très vivant. Marc Dumas, libraire à Apt et président du comité des fêtes de la Saint-Estelle, est un fervent défenseur de cette langue d'oc. Aujourd'hui, tous les parents sont complètement omnibulés pour que leur gosse parle l'anglais. Parce que l'anglais, ça sert. Or, nous ne voulons pas avoir une langue pour servir, mais pour nous servir. Il y a une très belle réponse qu'avait fait, je crois, Pujol, le président de la Generalitat de Catalogne, qui a un journaliste lui posant la question alors qu'il sortait du Parlement européen où on venait d'admettre le catalan comme langue européenne, et l'anglais avec son accent anglais et en catalan lui disait, ou essayait de lui dire en catalan ou en espagnol ceci, mais enfin à quoi ça sert aujourd'hui de parler le catalan? Et Pujol lui a répondu, monsieur, ça sert à rien, ça sert à être. Être provençal. Pour Corinne, Jean-Michel et Anne-Marie, c'est avant tout être de la fête.
Bien plus qu'un prétexte pour s'amuser et se costumer, la Saint-Estelle est pour eux une formidable occasion de partager les coutumes et les traditions de l'Occitanie. C'est justement le rôle du folklore que de réunir différentes générations autour d'une même identité culturelle. Tambourin, galoubet, ce petit pipeau noir typiquement provençal. Costume fleuri, coiffe de coton blanc, chorale, défilé et danse folklorique dans les rues. C'est ça la Saint-Estelle. Une fête itinérante organisée chaque année par une région différente, à condition qu'elle soit du Pays d'Oc, bien entendu. Cette année, Apt s'est livré à cœur ouvert pour faire danser à l'unisson la joie d'être du Pays d'Oc, un héritage haut en couleur. Il n'y a pas de secret, j'ai 50 ans. Et 50 ans que je suis sur cette terre, je suis été élevé ici. Et en plus, ça vient de la part de mes parents, grands-parents. Je parle cette langue. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette langue, comme on dit chez nous, ça vient du pédasse. Ça veut dire de quoi? Ça veut dire des couches en réalité. Et donc, ça vient de ma mère et de ma grand-mère surtout. Voilà pourquoi. Et je défends mes racines, je défends ce qu'elles ont acquis surtout. Voilà. Hein? Puis je pense qu'à côté de ça, il y a quand même une tradition, il y a quelque chose que l'on touche de plus près, c'est-à-dire même au niveau culinaire, c'est quelque chose qui existe également. C'est le tambourin, c'est toute la Provence. On a un tambourin, avec ça on fait danser, on fait la farandole, on fait tout avec un tambourin. On ne peut pas faire une farandole sans un tambourin ou une galoubet. Je crois que la France est un des rares pays où le mot folklore a un sens excessivement péjoratif. Or, le folklore est peut-être encore un des éléments festifs où les générations peuvent se rencontrer, où toutes les générations peuvent se lier les unes derrière les autres, dans, je crois, une espèce de communauté de vie du rapport entre le passé, le présent et l'avenir. Quand Georges Bizet, un pur produit provençal contemporain, a composé la célèbre arlésienne, il a lui-même trouvé une précieuse source d'inspiration dans la musique folklorique. Et ce folklore n'est certainement pas étranger à la renommée mondiale de ce grand compositeur.